Imaginez qu'un supercalculateur analyse votre vie. Pas seulement vos recherches sur Internet ou vos achats, mais absolument tout. L'heure à laquelle vous vous levez. Le chemin précis que vous prenez pour aller au travail. Le type de plat que vous commandez au restaurant. Les opinions politiques que vous défendez avec ferveur lors d'un dîner. Les personnes que vous trouvez séduisantes. Les peurs qui vous empêchent de dormir à 3 heures du matin. Si on nourrissait une intelligence artificielle avec toutes ces données, pensez-vous qu'elle serait capable de prédire ce que vous allez faire demain? La réponse est oui. Et pas seulement demain. Elle pourrait prédire votre semaine, votre mois, votre année. Nous sommes terrifiés par les algorithmes des réseaux sociaux parce qu'ils prédisent notre comportement. Mais nous refusons de voir une vérité bien plus effrayante. Nous sommes nous-mêmes des algorithmes. Vous croyez être un individu libre, doté de libre arbitre, capable de choix spontanés et grandioses. Mais regardez votre vie avec une honnêteté brutale. Vous jouez un rôle. Vous interprétez un personnage. Un personnage que vous avez construit depuis l'enfance, fait d'habitudes, de traumatismes, de validation sociale et de peur. Et ce personnage est devenu votre prison. Vous dites « Je ne suis pas le genre de personne à faire ça. Je n'aime pas ce genre de musique. Je ne suis pas fait pour le risque. » Chaque fois que vous prononcez la phrase « Je suis comme ça », vous ajoutez un barreau à votre propre cellule. Vous vous condamnez à la prévisibilité absolue. Une vie sans surprise. Une vie morte avant même que votre cœur ne s'arrête de battre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un roman de développement personnel. Nous allons parler d'un livre subversif, dangereux, presque toxique, qui a été censuré dans plusieurs pays à sa sortie. Un manuel de destruction massive de l'ego. L'homme D, de Luc Rinard. Ce livre pose une question philosophique qui donne le vertige. Que se passerait-il si, pour échapper à la prison de votre propre personnalité, vous laissiez le hasard absolu dicter vos choix? Que se passerait-il si vous déléguiez votre libre arbitre à un dé à 6 faces? Pour comprendre l'urgence de cette question, nous allons devoir analyser pourquoi notre besoin maladif de contrôle est exactement ce qui nous détruit, et comment l'introduction du chaos volontaire pourrait bien être notre seule véritable chance de liberté. Plongeons dans l'esprit du protagoniste, le psychiatre Luc Rinard. C'est un homme qui a tout réussi selon les standards de la société. Il a une femme aimante, des enfants, une carrière brillante à New York, une maison confortable. Il a gagné le jeu. Le problème, il s'ennuie à mourir. Il est profondément, cliniquement dépressif. Pourquoi? Parce que sa vie est une ligne droite. Chaque jour est la copie exacte de la veille. En tant que psychiatre, il écoute ses patients essayer de trouver leur vrai moi, de consolider leur identité. Mais Luc réalise une chose effroyable. C'est précisément ce « moi » qui est le problème. En psychologie, l'ego n'est pas votre âme sacrée. C'est un mécanisme de défense. C'est une structure rigide conçue pour vous maintenir en sécurité, pour éviter la douleur, pour vous faire rentrer dans le moule social. Votre personnalité n'est qu'une série de réflexes pavloviens. Un soir, au bord du suicide, Luc trouve un dé. Il se dit « Si je fais un 1, je descends la femme de mon meilleur ami. Si je fais un 2, 3, 4, 5 ou 6, je vais me coucher. » Il lance le dé. Il fait un. Et il le fait. Ce postulat de départ est choquant, amoral, terrifiant. Mais mettons de côté l'aspect fictionnel et provocateur pour en extraire la moelle philosophique. Ce que Rinard invente cette nuit-là, c'est la religion du hasard. L'homme D est né. À partir de ce moment, il écrira toujours 6 options possibles pour chaque situation de sa vie et laissera le dé choisir. S'il doit démissionner, s'il doit mentir, s'il doit donner tout son argent, s'il doit adopter une nouvelle personnalité pendant une semaine. Analysons cela avec pragmatisme. Faisons une analogie avec le monde de la finance. En finance, il existe un concept crucial appelé la volatilité. La volatilité, c'est l'amplitude de la variation du prix d'un actif. La plupart des investisseurs amateurs sont terrifiés par la volatilité. Ils cherchent des obligations d'État, des placements à 2% par an, garantis, sûrs. Ils dorment bien la nuit. Mais leur capital est grignoté par l'inflation. C'est une mort lente. Les grands investisseurs, eux,
savent que le rendement exige la volatilité. Sans mouvement, sans risque, sans asymétrie, il n'y a pas de création de richesse. Nassim Nicolas Taleb, dans son concept de l'antifragilité, explique même que les systèmes complexes ont besoin de chocs, de hasard et de stress pour survivre et se renforcer. Un système trop protégé devient fragile et finit par s'effondrer au moindre événement imprévu. Votre vie psychologique répond aux mêmes règles. Si vous cherchez à tout contrôler, à tout planifier, à lisser toutes les aspérités de vos journées pour éviter l'inconfort, vous supprimez la volatilité de votre existence. Vous devenez un actif mort. Vous devenez fragile. À la première rupture amoureuse, au premier licenciement, au premier deuil, votre système s'effondre parce qu'il n'a jamais été exposé à l'imprévu. L'alchimie, dont nous avons parlé dans la première vidéo, demande de la destruction. Prenons l'entraînement sportif. L'une des plus grandes erreurs en musculation, c'est la routine. Si vous faites exactement les mêmes exercices, avec le même poids, le même jour de la semaine, votre corps s'adapte très vite. Il devient efficace. Et parce qu'il devient efficace, il arrête de progresser. Il stagne. Pour briser un palier, les athlètes de haut niveau utilisent ce qu'on appelle la confusion musculaire. Ils changent radicalement l'ordre des exercices, le tempo, les charges. Ils choquent le système nerveux avec de l'imprévu. C'est exactement ce qu'est le dé pour l'esprit de Luc Rinard. C'est un choc systémique. C'est l'introduction volontaire de la volatilité pour briser la stagnation de l'ego. Nous passons notre vie à essayer d'être cohérents. Nous voulons avoir une image publique lisse. Mais la cohérence est le refuge des esprits étroits. Qu'est-ce qui vous oblige à être la même personne aujourd'hui qu'hier? Absolument rien, à part votre propre peur du jugement. Le dé, en prenant la décision à votre place, tue la culpabilité et pulvérise la peur. Il vous force à explorer des versions de vous-même que votre ego rationnel et craintif aurait censurées. Désolé de vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas une entité monolithique. Vous êtes une multitude. Vous avez en vous le potentiel d'un saint et d'un salaud, d'un moine et d'un débauché, d'un leader et d'un ermite. L'homme qui se contente d'être lui-même ne connaît qu'1% de son propre code source. Mais ne soyons pas naïfs. Le chemin de l'homme dé n'est pas un jeu amusant. C'est une descente aux enfers. Et c'est là que réside la véritable épreuve de l'architecture de l'esprit. À mesure que le roman avance, Luc confie des choix de plus en plus lourds au dé. Le dé lui ordonne d'abandonner sa famille. Le dé lui ordonne de détruire sa carrière. Le dé lui ordonne de commettre l'irréparable. Luc devient un monstre moral, un avatar du chaos absolu. Il perd son humanité pour devenir le jouet des probabilités mathématiques. Et c'est ici qu'il faut tracer la ligne. C'est ici que l'approche stoïcienne doit venir tempérer la folie de l'ego détruit. Le précepteur nous dirait ceci: la liberté ne consiste pas à agir n'importe comment, la liberté consiste à choisir ses contraintes. L'erreur de Luc Rinard n'est pas d'avoir utilisé le dé. Son erreur est de lui avoir confié sa morale, sa vertu. Les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, nous enseignent la dichotomie du contrôle. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous devons accepter ce qui ne dépend pas de nous avec fatalisme, c'est l'amor fati, l'amour du destin, mais nous devons exercer un contrôle absolu sur nos pensées, notre rectitude morale et nos actions délibérées. À première vue, s'en remettre à un dé semble être l'antithèse absolue du stoïcisme. C'est l'abandon de la raison. Mais creusons plus loin. Que se passe-t-il vraiment lorsque vous utilisez un dé pour prendre une décision difficile? Admettons que vous soyez terrifié à l'idée de demander une augmentation ou de mettre fin à une relation toxique. Vous écrivez sur un papier 1, 2 ou 3, je reste et je me tais. 4, 5 ou 6, je parle aujourd'hui. Vous lancez le dé. Il roule. Il s'arrête sur le 5. À cet instant précis, une terreur pure s'empare de vous. Mais paradoxalement, une libération immense se produit. Ce n'est plus vous qui prenez la lourde responsabilité du choix. Le destin, sous la forme d'un cube de plastique, a parlé. L'univers a tranché. L'utilisation maîtrisée du hasard est un outil de soumission à l'inconfort. Le dé ne doit pas décider si vous allez commettre un crime. Le dé doit vous forcer à faire ce qui est juste mais terrifiant.
Le dé est un pont entre votre lâcheté actuelle et votre courage potentiel. Mais retenez bien ceci, et c'est la leçon la plus dure à avaler, vous êtes toujours responsable. Pourquoi? Parce que c'est vous qui écrivez les options avant de lancer le dé. Renard pensait échapper à sa responsabilité en blâmant le dé pour ses actions horribles. Mais c'est une fraude intellectuelle. Le dé n'a aucune volonté. Le dé ne crée pas les options. Si l'option « trahir mon ami » est sur la table, c'est que la noirceur était déjà dans l'esprit de l'homme. Le dé n'est qu'un révélateur photographique. Il plonge votre psyché dans l'acide et fait apparaître l'image de ce que vous êtes capable d'accepter. La douleur de l'échec est de votre responsabilité. La douleur de la destruction de votre routine est de votre responsabilité. L'épreuve que propose l'homme dé, si on l'applique au développement personnel brut, c'est d'accepter de faire violence à son propre confort. C'est accepter de faire un 6 et d'aller courir sous la pluie battante alors que vous aviez prévu de regarder une série. C'est accepter de faire un 1 et d'appeler ce membre de votre famille à qui vous ne parlez plus depuis 5 ans. Le dé tue la voix de l'ego qui cherche des excuses. Le dé ne discute pas. Il est implacable, froid, mathématique. Il exige l'execution. Comment appliquer ce chaos contrôlé dans une vie d'homme ou de femme moderne, sans finir en asile psychiatrique comme les disciples de Renard? Il faut comprendre le concept d'asymétrie du risque. Dans l'entrepreneuriat et la gestion de portefeuille, une opportunité asymétrique est un investissement où la perte potentielle est très petite, mais le gain potentiel est illimité. C'est miser 100 € sur une action qui peut valoir 0 ou valoir 10 000 €. Vous risquez peu pour gagner énormément. La routine que vous vivez actuellement est une asymétrie négative. Vous perdez votre temps, votre jeunesse, votre énergie, c'est une perte certaine, pour un gain limité, un salaire, un faux sentiment de sécurité. L'introduction du hasard doit cibler les asymétries positives. Vous n'allez pas jouer votre mariage ou votre épargne au dé. Ce serait de la stupidité nihiliste. Mais vous devez jouer vos habitudes au dé. Combien d'entre vous vont toujours dans les mêmes endroits, voient toujours les mêmes personnes, lisent toujours le même type de livre et se plaignent que leur vie n'a pas de sens ou qu'ils ne rencontrent personne d'intéressant? C'est de la folie pure. Vous attendez un résultat différent en appliquant exactement le même algorithme. Le dé est le bug dans la matrice. Si ce week-end, vous laissez un dé choisir votre destination de marche, choisir de vous faire parler au premier inconnu que vous croisez, ou choisir de vous faire travailler sur ce projet effrayant au lieu de vous reposer, vous créez un signe noir. Vous créez un événement hautement improbable qui a le potentiel de changer la trajectoire entière de votre vie. Au pire, vous aurez passé une mauvaise après-midi. Le risque est nul. Le gain, lui, est incalculable. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être des robots insensibles. Il nous demande de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Le résultat de l'action appartient au destin. Mais la décision d'agir et la discipline de se soumettre à une règle supérieure à ses propres caprices émotionnels, ça, c'est la marque d'un empereur de l'esprit. S'en remettre parfois au hasard, c'est réaliser un acte d'humilité suprême. C'est avouer que votre ego rationnel, celui qui croit savoir ce qui est bon pour lui, se trompe lourdement la plupart du temps. C'est accepter que le chaos est souvent plus créatif que l'ordre stérile de votre agenda. Prenez une profonde inspiration. Expires. Déconnectons-nous du livre. Déconnectons-nous de votre quotidien. Reculez d'un pas, sortez de votre tête. Regardez l'écran devant vous. Regardez vos poignets, les veines sous votre peau, le sang qui circule à ce moment précis. C'est une mécanique fragile, précise, temporaire. Pensez à la manière dont l'univers fonctionne. Les physiciens vous diront que l'univers est soumis à l'entropie. L'entropie, c'est la tendance naturelle de tout système à aller vers le désordre, vers le chaos, vers la destruction. Les étoiles explosent en supernova. Les galaxies entrent en collision. Les plaques tectoniques se déchirent. Les montagnes s'effritent. À l'échelle cosmique, l'ordre n'existe pas. La sécurité n'existe pas. Le chaos est la loi absolue et immuable de l'existence. Et que faisons-nous, nous autres, pauvres petits primates conscients, perdus sur cette roche mouillée qui file à 100 000 km/h dans un vide glacial? Nous construisons des châteaux de sable. Nous souscrivons à des assurances-vie.
Nous faisons des plans sur 30 ans pour notre retraite. Nous mettons des réveils. Nous vérifions si la porte est bien fermée à clé. Nous croyons, avec une naïveté touchante et pathétique, que nous avons le contrôle. Nous essayons d'imposer un petit carré d'ordre géométrique dans un univers qui n'est qu'un immense océan de hasard et de fureur. L'illusion du contrôle est le plus grand tranquillisant que l'humanité ait jamais inventé. Un caillot de 100 millimètre dans votre cerveau peut éclater ce soir, pendant votre sommeil. Un conducteur ivre peut brûler un feu rouge demain matin. Une crise économique mondiale peut balayer vos certitudes la semaine prochaine. Vous ne contrôlez rien. Vous n'avez jamais rien contrôlé. Le dé a déjà été lancé par l'univers bien avant votre naissance, et il roule encore. Alors, puisque le chaos est inévitable, puisque vos certitudes sont des châteaux de cartes, pourquoi passez-vous autant de temps à avoir peur? Pourquoi êtes-vous si terrifié à l'idée de dévier de votre trajectoire? Pourquoi laissez-vous votre timidité, vos peurs sociales, ou votre besoin de confort dicter chaque battement de votre cœur? L'idée de l'homme dé, ce n'est pas de devenir fou. C'est de comprendre que votre soi-disant raison est déjà une folie. Une folie qui vous maintient dans l'ennui et l'inaction. Votre vie est en ce moment même en train de se consumer, seconde après seconde, sans que vous ne puissiez jamais appuyer sur pause. Vous allez mourir. C'est la seule certitude absolue de l'équation. C'est le seul résultat sur lequel toutes les phases du dé finiront par s'arrêter. Puisque la chute est inévitable, n'est-il pas grand temps de lâcher le volant? N'est-il pas temps d'introduire volontairement la tempête dans le verre d'eau stagnant de votre quotidien? Je vous lance un défi d'architecture de l'esprit. Dès la fin de cette vidéo, prenez une décision que vous repoussez depuis des mois. Écrivez 2 options. L'une représente votre lâcheté confortable. L'autre représente le risque, l'inconnu, la terreur, mais aussi la seule vraie promesse de vie. Trouvez un moyen de tirer au sort. Une pièce. Un generateur de nombres. Un dé. Lancez-le. Et quand le résultat tombera sur ce qui vous effraie le plus, exécutez. Sans réfléchir. Sans négocier. Sans laisser à votre ego le temps de pleurnicher. Embrassez le chaos. Détruisez l'algorithme.